Bonjour monsieur, merci pour faire cet échange. Bon, l'Université populaire européenne de Grenoble s'efforce depuis maintenant presque 20 ans de faire connaître l'Union européenne, ses institutions, ses politiques, ses États, ses relations internationales. C'est une initiative d'éducation populaire soutenue par la ville de Grenoble et sa Maison de l'International et Europe Direct Isère Savoie. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir dialoguer avec vous, monsieur Romuald Sierra. Vous êtes un essayiste très reconnu, un politologue, un réalisateur franco-américain de films documentaires. Vous êtes chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques, où vous dirigez l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis. Vous avez publié un ouvrage sur l'Amérique éclatée, une plongée au cœur d'une nation en déliquescence. C'est impressionnant et pas forcément très rassurant. Et on voudrait connaître votre point de vue sur les relations entre les États-Unis et l'Europe, et l'Union européenne, mais aussi l'Europe. Alors, première question, au pouvoir, avec l'arrivée au pouvoir du président Donald Trump, pensez-vous que les États-Unis se dirigent progressivement vers un régime autoritaire ou, selon la formule actuelle fréquente, vers une démocratie illibérale? Et la réponse est oui, mais il ne faudrait pas tout imputer à Donald Trump. Ce que je répète toujours, c'est nous parlons beaucoup trop de Donald Trump. Ce qu'il faut conserver à l'esprit, garder à l'esprit, c'est que Trump de haut n'a rien à voir avec le Trump 2016. En 2016, c'est un homme sans colonne politique vertébrale qui est élu, qui venait de la gauche entre guillemets américaine. N'oublions pas que jusqu'en 2015, il avait envisagé à se présenter chez les démocrates. C'est lorsqu'il s'est rendu compte que son public, celui du show The Apprentice, votait républicain, qu'il est parti chez les républicains. Bref, un homme mal élu, mal entouré, une présidence brouillonne. Trump s'est véritablement radicalisé durant la dernière partie de son premier mandat et durant les 4 années passées dans l'opposition, année au cours duquel il s'est rapproché de l'extrême droite américaine. Une extrême droite que je nomme, que j'appelle crypto-fasciste, qui n'a rien à voir avec l'extrême droite française. Personnellement, je suis plus proche de la gauche que de l'extrême droite française, bien évidemment. Mais notre extrême droite française n'est pas une droite fasciste au sens, si on parle du Rassemblement national, ce ne sont pas des personnes qui veulent demain mener un assaut contre le Parlement français. La droite L'extrême droite américaine est une extrême droite qui n'existe en France qu'à travers quelques groupuscules néofascistes. Donc c'est vraiment une droite crypto-fasciste qui est arrivée avec Trump au pouvoir en 2025. Pour la première fois de l'histoire américaine, cette extrême droite est arrivée à la Maison-Blanche et contrôle la plupart des organes du gouvernement fédéral. Et ses principaux représentants sont des intellectuels de très haut niveau. Je pense à Jill Evans, le vice-président, et surtout à Susie Wills, la secrétaire générale de la Maison-Blanche, la femme la plus puissante du monde, pour reprendre les propos de Donald Trump. Et donc, toutes ces personnes ont des objectifs très précis. Pour ce qui est de la politique nationale, nous allons y revenir, mettre en place effectivement un régime semi-autoritaire sur le modèle de la Hongrie de Viktor Orban, que l'on a déjà dépassé ici aux États-Unis, mener une contre-révolution culturelle, anti-woke, comme ils disent, et à l'international, leur objectif peut se résumer en quelques mots, mettre à bas ce qui demeure du système multilatéral instauré à partir de 1945. Donc pour répondre très clairement à votre question, oui, nous sommes aujourd'hui dans une démocratie plus ou moins illibérale. Nous ne sommes pas sous un régime autoritaire, mais nous sommes aujourd'hui sous un régime semi-autoritaire qui a dépassé la Hongrie de Viktor Orban. Trump évidemment, en est l'un des principaux artisans, mais la mise en place de ce régime résulte d'une dynamique enclenchée depuis les années 90 et essentiellement liée à la montée de cette droite ultra radicale. C'est pourquoi j'explique toujours que Trump pourra disparaître, mais que cette montée du radicalisme de la droite ultra-religieuse, ultra-conservative, etc., américaine, est là pour durer. Donc concrètement, si on regarde ce qui se passe depuis janvier 2025, certaines prérogatives du Congrès rognées au profit de la Maison-Blanche, judiciaires en partie
entre les pouvoirs, entre les mains du bureau ovale, agences fermées ou mises au pas, attaques délibérées contre les médias publics fermés les uns après les autres, contre les médias privés, contre les universités. Je peux vous dire, je viens de publier, on l'a lancé hier, un livre édité par l'Université de Columbia qui vient de sortir aux États-Unis. Je peux vous dire qu'à Columbia, on connaît les pressions des départements mis sous tutelle, il n'y a pas d'autre mot. Il est aujourd'hui interdit d'enseigner dans les universités comme Columbia, les universités publiques ou même à Harvard, la théorie critique de la race ou la théorie du genre. On en pense que l'on en veut, peu importe. Mais ce sont quand même aux universités de décider, surtout lorsqu'elles sont privées, et pas au gouvernement. Attaque également contre les minorités, LGBT, autres, garde nationale déployée illégalement, ICE, police de l'immigration, qui est devenue Bien sûr. une police politique. Bref, on pourrait continuer pendant des heures. Donc oui. Et le petit pompon pour conclure, c'est Trump qui, aujourd'hui, ça vient d'être rendu officiel, qui a obtenu d'être le premier président américain à pouvoir apposer sa signature de son vivant sur les... Ça me fait rire, je suis désolé, mais sur les billets de banque. Bien. Donc le président, nous allons avoir des billets de banque signés Donald Trump. Et d'ailleurs, il a été décrété également pour la première fois de l'histoire des États-Unis qu'un président de son vivant pourrait apparaître sur des pièces de je ne sais plus quoi, de quelques cents, etc. Voilà où nous en sommes. Donc oui, nous sommes dans une démocratie illibérale. Alors, ce président n'arrête pas d'avoir des propos très critiques sur l'Union européenne, prenant la forme de ce qu'on pourrait appeler une attaque idéologique des valeurs des Européens. Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. Et cela, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on est maintenant sur les objectifs concernant l'international de cette administration Oui, qui sont liés à leurs objectifs nationaux. Je parlais donc de la mise en place d'un régime semi-autoritaire, donc ça, on y est. L'autre objectif sur le plan national, c'est donc mener une contre-révolution culturelle. Et ça va nous amener oui, à l'Union européenne. La principale, l'architecte de cette contre-révolution culturelle est donc Suzy Wills, dont je parlais, la secrétaire générale de la Maison-Blanche, qui avait été le bras droit auparavant de Ron DeSantis, le sulfureux gouverneur de Floride, qui a été le premier à mettre en place dans les États du Sud une contre-révolution anti-woke, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Floride, mais aussi les autres États du Sud-Ouest, ce qu'on appelle la Bible Belt, sont des États où il est obligatoire d'inscrire dans toutes les salles de classe, de la maternelle au fac de droit ou autres, les 10 commandements, par exemple, où des centaines de livres sont interdits, dont ne me demandez pas pourquoi Stephen King, qui est l'auteur aujourd'hui le plus interdit aux États-Unis, ou la propagande, hein, pour reprendre mhm, leur rhétorique qui rappelle celle de Poutine, LGBT est également interdite, etc., etc. L'objectif donc de Suzy Wills et de cette administration est de mener cette contre-révolution culturelle au niveau national. C'est bien parti, mais aussi de l'exporter au niveau international. Et où exporter cela? Ben, tout d'abord dans le reste de l'Occident, bien évidemment. bien. Et le reste de l'Occident ne se limite pas, certes, à l'Union européenne, mais essentiellement, c'est quand même l'Union européenne. Donc oui, bien évidemment, leur objectif est à l'international d'exporter leur contre-révolution culturelle en Europe et également de véhiculer leur idéologie concernant ce que devrait être l'ordre géopolitique de demain. C'est-à-dire ce que je disais précédemment, pour résumer en une phrase, mettre à bas ce qui demeure du système multilatéral instauré en 1945. Pour élargir un petit peu plus le propos, la vision de cette administration, et je dis bien de cette administration, Trump n'a pas une vision, la guerre en Iran aujourd'hui est la guerre de Trump et pas de cette administration. Il a fait de son, sans écouter J.D. Vance, Suzy Wills et la plupart de ses conseillers. Bref, l'objectif donc de cette administration et de Trump, qui inclut Trump mais pas Trump seulement, est donc de mettre à bas le système multilatéral instauré à partir de 1945, de nous ramener dans un ordre où règne le bilatéralisme, c'est-à-dire les relations Mhm. d'État à État, la loi du plus fort. On fait fi des traités internationaux, des alliances classiques, évidemment des grandes agences multilatérales comme l'ONU. Nous y sommes et un ordre international où les États-Unis se sont transformés en la première superpuissance voyou, comme je dis, de l'histoire moderne, tout simplement parce que jusqu'à présent, et ça c'est quelque chose qui n'est pas assez relevé, les États-Unis, lorsqu'ils intervenaient à l'étranger, se drapaient toujours derrière les prétextes d'exporter la démocratie ou les droits de l'homme. Je prendrai trois exemples. Depuis le retour de Trump, acte 1, quand Trump a pensé à parler d'annexer pour la première fois le Groenland, il n'y avait aucun prétexte d'exporter la démocratie ou de libérer un Bien peuple. sûr, bien sûr. Acte 2, lorsque Trump a taxé le Brésil à 50%, cette fois-ci, c'était plus les méchants Européens,
Les méchants Canadiens qui profitaient des États-Unis, c'était tu as voulu jeter mon copain Bolsonaro en tôle, moi je te taxe à 50%. Acte 3, on l'a vu avec Nicolas Maduro. euh, pour une fois, après 70 interventions en Amérique du Sud, pour la première fois de leur histoire, aucun prétexte. On enlève le patron parce qu'il ne veut pas donner la caisse. On fait chanter la nouvelle patronne. Tu me la donnes, sinon je te fais pire qu'à ton patron. Aucun prétexte de répondre à l'appel de l'opposition. Donc tout cela pour dire que l'objectif des États-Unis aujourd'hui est donc d'imposer cet ordre international. Et la digue, le pôle de résistance principal est évidemment l'Union européenne. Et cela, vous le savez mieux que moi, pour différentes raisons. Premièrement, parce que l'Europe représente un potentiel rival, que ce soit au niveau Oui, géostratégique, économique évidemment, mais aussi culturel. Et c'est là ce qu'on ne perçoit pas toujours, sans doute le plus important. L'Europe est encore le véhicule des valeurs humanistes qui ont bâti des droits notre de l'homme. civilisation, des droits de l'homme. Alors une civilisation, évidemment, qui a commis de très nombreuses Oui. exactions, qui a également conduit à Auschwitz, mais une civilisation qui a aussi permis la démocratie, les droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. Et donc, je me permets juste de faire une petite parenthèse pour revoir les choses d'encore un peu plus haut. Tout cela, la montée de cette extrême droite américaine, de cette idéologie aujourd'hui qui triomphe dans cette partie de l'Occident, qui séduit de plus en plus de populations en Europe, mais essentiellement dans ce qu'on appelle un peu facilement le Sud global, qui est de plus en plus séduit par les modèles alternatifs chinois et russes, s'inscrit également dans un processus beaucoup plus long. Nous sommes dans une fin de cycle. Un cycle qui a débuté à la Renaissance, avec donc les grandes valeurs humanistes dont nous parlions, valeurs humanistes qui ont été théorisées sous forme d'idées au siècle des Lumières par les philosophes, mises en pratique lors des premiers du siècle, des premières démocraties naissantes, 19e siècle, début 20e siècle, apnées en 45, création du système multilatéral, ONU, Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. Et ces valeurs, aujourd'hui, parlent de moins en moins aux populations occidentales, essentiellement américaines, d'où ce que l'on appelle les lumières sombres, qui sont ici très en vogue, ici aux États-Unis. Mhm. 40% des jeunes Américains ne considèrent pas la démocratie comme une fin en soi. Et donc, nous sommes en parallèle de la montée de cette droite ultra-radicale aux États-Unis, de l'idéologie trumpienne, en parallèle, nous sommes également dans cette fin de cycle. Et donc, l'Europe, effectivement, demeure le dernier bastion, pour parler un petit peu à la Star Wars, contre ces lumières sombres Mhm. qui sont philosophées ici aux États-Unis, théorisées par des intellectuels très proches de J. Evans. Est-ce que nous sommes dans une période où l'atlantisme risque de mourir? Oui, bien évidemment. Nous sommes dans une période où l'atlantisme, tel que nous l'avons connu depuis 1945, Ça veut dire risque de l'OTAN mourir. aussi. Mhm. Oui, alors, l'OTAN existe. Je ne pense pas que les États-Unis quitteront l'OTAN tout simplement parce que l'OTAN rapporte de l'argent aux États-Unis en achetant des armes. Et donc, c'est important pour le complexe militaire. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Aux États-Unis. Donc, je ne vois pas Trump quitter l'OTAN. Quitter l'ONU, oui, ça, c'est tout à fait possible. L'OTAN, non. Pour ce qui est de l'Alliance Atlantique, elle devrait donc continuer à exister, mais à exister sur une échelle totalement différente de ce que nous avons connu pendant 80 ans. L'esprit atlantiste, lui, effectivement, est en train de mourir. Alors, il ne va pas disparaître overnight, du jour au lendemain, bien Mhm. évidemment. Il va perdurer pendant 5, 10, 15, 20, 25 ans. Mais l'esprit atlantiste tel que nous l'avons connu, c'est-à-dire cet esprit qui a pour objectif de défendre des valeurs, des valeurs issues des révolutions sœurs américaines et françaises, lui est en déclin et ne se relèvera pas, c'est certain. Est-ce que, au fond, l'Europe affirme-t-elle suffisamment son indépendance pour cette période ou préfère-t-elle une vassalisation heureuse? Alors est-ce que l'Europe préfère une vassalisation heureuse à une indépendance proclamée? Bah, je dirais un petit peu des deux. Le problème de l'Union européenne, comme vous le savez, c'est déjà trouver un moyen de parler d'une seule voix, ce qui est évidemment très difficile et ça a toujours été le problème de l'Union européenne. Ensuite, il y a au niveau de la direction européenne, certaines n'ont pas médiocrité, mais il y a quand même un problème d'appréhension de la crise civilisationnelle dans laquelle nous sommes, parce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre une crise civilisationnelle, comme je le disais, une fin de cycle, etc., etc. Et cetera. Et il faudrait pour cela des leaders qui puissent véhiculer une certaine vision. Je crains que nous n'ayons pas ces leaders au niveau de l'Union européenne aujourd'hui. Et donc, tout cela, effectivement, nous amène à voir une Europe qui a un petit peu tendance à, certes,
certes prendre conscience des enjeux du moment, mais pas de leur ampleur civilisationnelle, et qui appréhendent ceci comme une nouvelle crise entre les États-Unis et l'Europe, en se disant, bon, Trump de toute façon ne sera pas éternel, ce sera mieux après Trump, Trump n'est qu'une parenthèse, etc. Trump n'est pas la parenthèse, les dernières parenthèses ont été Obama et Biden. Et même si on a un démocrate, ce que j'espère dans 2 ans, tant est que les élections soient libres dans 2 ans pour la présidentielle américaine, cela ne changera rien au niveau de la dynamique de fond. Cela pourra ralentir le processus, mais cela ne changera rien à la dynamique de fond. Donc aujourd'hui, malheureusement, l'Europe, effectivement, s'enferme dans une forme de vassalisation heureuse. Heureuse pour combien de temps, ça, je ne sais pas, au lieu de prendre conscience de son rôle de digue. Mais peut-on en vouloir aux dirigeants européens? Ils font de la politique à la petite semaine. Ce qu'ils voient, ce sont les enjeux économiques. On peut comprendre aussi leur appréhension, on peut comprendre leur peur. Aujourd'hui, le combat, malheureusement, se mène à un autre niveau, beaucoup plus haut, un niveau civilisationnel. Ce sont toutes les valeurs qui font de l'Union européenne ce qu'elle est devenue, qui aujourd'hui sont en jeu, qui sont attaquées. Et ça, je crains que l'Europe n'en ait absolument pas conscience. Donc vous, vous êtes plutôt pessimiste. Ce n'est pas un moment particulier des États-Unis, sur le modèle par exemple du macartisme à une autre époque. C'est plutôt un changement presque civilisationnel pour vous. Oui, mais le macartnisme était, si je puis dire, l'apéritif, les amuse-gueules, tout cela participe à la même dynamique. Il y a toujours eu cette tendance aux États-Unis. Le macartnisme a été l'un des premiers signes. Les choses se sont accentuées au cours des années 80, 90. Alors on critique beaucoup, on compare souvent Reagan à la droite. Non, Ronald Reagan, pour moi, est un président qui a fait beaucoup de mal aux États-Unis et qui est responsable de l'état un peu de déliquescence de l'État fédéral aujourd'hui. Mais ce n'était pas un président autoritaire au sens où on l'entend. Il n'avait aucune Oui. vilité dictatoriale, etc. C'est quelqu'un qui respectait la démocratie. C'est un véritable républicain. Mais à partir des années 90, on a vu la montée de cette extrême droite dont je vous parlais. Donc le macartisme s'inscrit dans cette dynamique. Donc non, ce n'est pas qu'un épisode. Nous sommes en train d'assister à une, enfin, c'est une lame de fond qui est aujourd'hui en action. Et comme je vous dis, ce qui se passe aux États-Unis se conjugue avec la fin du cycle, ce que j'appelle dans le livre que je viens de publier chez Columbia, la fin du cycle humaniste, se conjugue avec celle-ci, d'où la montée de cette philosophie des Lumières sombres, dont on parle beaucoup aujourd'hui même en Europe, cette nouvelle philosophie prônée par le vice-président J.D. Vance. Oui, Donc non, ce n'est pas un épisode. Il y aura, je l'espère, un président démocrate, sans doute sera-t-il très bien, mais cela n'enrayera en rien la dynamique. Cela la ralentira. Et c'est pourquoi l'Union européenne a un rôle capital à jouer aujourd'hui. Les absolument. jeunes européens ont un rôle capital à jouer. C'est-à-dire prendre conscience que, oui, bien évidemment, il faut défendre l'économie européenne, etc., etc. Mais nous menons, je dis nous, je suis américain et français, là, je me positionne comme européen. Nous menons au niveau européen un combat d'ordre civilisationnel. Au-delà de l'économie, ce sont pour nos valeurs. Et donc, que l'on apprécie ou non l'Europe, que l'on critique ou non l'Europe, la seule solution passe donc par plus d'intégration européenne, défense commune, évidemment, économie, etc., mais également politique. C'est la seule façon de défendre nos valeurs et de faire dans un monde qui est en un basculement civilisationnel, comme vous le dites très bien, de tenter un minimum que ces valeurs puissent encore perdurer dans le monde qui s'annonce. Merci beaucoup pour cet échange et pour ces informations parce que il faut le faire savoir aussi. Cette transformation civilisationnelle n'est pas forcément très bien connue en Europe. Non, effectivement. Et ce que nous expliquons dans ce livre de Columbia, qui a été lancé à Columbia University il y a 2 jours lors d'une conférence, c'est qu'il y a également autre chose, et je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais ce sont les, les enjeux du transhumanisme qui aujourd'hui nous guettent ici aux États-Unis. Dans une dizaine d'années, il sera possible d'acheter des puces cérébrales qui augmenteront la connectivité. Seules les personnes qui auront les moyens pourront se permettre d'accéder à cette technologie, et cela aussi va être un bouleversement d'ordre sociologique, mais aussi civilisationnel à terme. Donc, au-delà de tous les aspects politiques, économiques dont nous venons de parler, il y a aussi ceci à prendre en compte. Nous sommes aussi à la veille d'un basculement comme notre espèce en a très peu connu, et cela lié aux nouvelles technologies. Merci beaucoup, monsieur, pour cet échange et nous allons Merci à diffuser, vous. bien évidemment, cet échange le plus largement possible. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée.